Bâtir ensemble une filière performante. La REP PMCB, donc du bâtiment, c'est d'abord un sujet déchets avant d'être un sujet du bâtiment. L'éco-organisme dans lequel vous allez vous investir, c'est le maillon fort d'une filière. Nous aurons à cœur de faire en sorte que vous soyez, vous, metteurs en marché, au cœur des dispositifs. On va arriver à la dernière table ronde, merci, sur le service aux adhérents et voir comment les metteurs en marché sont un maillon fort de la filière. On va beaucoup parler d'enjeux services, je disais à quel point il est important. Rappelons-le, un éco-organisme est d'abord un prestataire de services pour la filière REP qui se met en place. Et on va voir comment Val-d'Elia accompagne ses adhérents pour transformer cette contrainte réglementaire en levier de croissance, on va dire. On va le voir avec deux représentantes, on va être du côté de l'innovation, deux chefs de projet innovation qui sont à mes côtés. Kirsten Moumet, merci d'être avec nous. Et puis Léa Kérien également, donc chef de projet innovation, qui vont créer un binôme pour vous en dire plus sur ce sujet. À leur côté, Anthony Boulet, bonjour, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes chargé du pôle éco-service chez Steelcase, qui est adhérent Val-d'Elia. Vous avez une bonne dizaine d'années d'expérience chez Steelcase et vous connaissez bien évidemment ce sujet. Vous allez nous en parler. Cathy Dufour aussi, qui est déléguée générale d'ameublement français, donc à nos côtés. Merci aussi d'être là et qui a contribué aussi, a largement contribué aussi à la création de Val-d'Elia. Et normalement, on a un cinquième intervenant qui doit être dans nos locaux. Je ne sais pas s'il est dans le public ou pas. Alexandre Adette, si vous le retrouvez, qui vienne s'asseoir au bout, ça serait très bien. Ça serait formidable. C'est là pour intervenir. Alors, de la même façon, je vais faire en sorte qu'il y ait un petit temps de questions-réponses, même si on a légèrement décalé dans les horaires, mais ça, c'est normal parce que c'est toujours ça aussi quand il y a des questions, évidemment, des pauses. Mais on va commencer. Alors, je vais tourner vers vous, Kerstin, pour en dire plus quand même, parce qu'on est là aussi pour faire connaître Val-d'Elia sur ce qu'est ce pôle innovation que vous représentez avec Léa aujourd'hui. Oui, merci et bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Kerstin, je fais partie du pôle innovation de Val-d'Elia. C'est un pôle qui a été créé autour de 2016 pour vraiment porter cette mission de Val-d'Elia qui est l'accompagnement des adhérents dans leur démarche qui touche à l'économie circulaire. Donc je vais faire un très rapide historique. En fait, c'est un pôle qui a commencé par plutôt un travail d'expérimentation. L'idée étant de collecter du savoir-faire, de l'expertise autour de la seconde vie des éléments d'ameublement. Donc en travaillant avec des partenaires divers et variés qui sont déjà experts ou en tout cas qui travaillaient déjà beaucoup sur ces sujets. Ça peut être la réparation de mobilier, l'allongement de la durée de vie, comment je fabrique du mobilier avec des matériaux de réemploi. Voilà, tout un panel en fait de sujets qu'on a couverts durant les premières années d'existence du pôle innovation. On a à chaque fois fait sortir de ces projets d'expérimentation des retours d'expérience, des livrables, qu'on a ensuite rendus accessibles à la filière, donc à nos adhérents principalement, mais aussi aux autres acteurs de la seconde vie du mobilier. Et puis, maintenant et dans un deuxième temps qui s'est amorcé en, disons, 2018-2019 réellement, maintenant on est vraiment capable de mettre cette expertise à disposition de nos adhérents et de les accompagner dans leur démarche qui peuvent être de créer des produits ou de nouveaux services autour de la seconde vie du mobilier. Alors vous êtes trois, c'est ça? Exactement. Et il est où, elle ou le 3 ou le Et alors la troisième, elle est en voyage de noces. Elle est en voyage de noces, voilà, donc on la salue. Voilà, et donc c'est un accompagnement. En tout cas, c'est féminin chez Val-d'Elia, soulignons-le. Voilà, je me permets, je fais une petite parenthèse. Et ce pôle-là particulièrement. Et donc c'est vraiment un accompagnement à la fois humain, logistique et financier qu'on apporte à nos adhérents sur en fait quelque part aussi les thématiques qu'ils nous amènent, puisque chacun développe les projets, les nouveaux services qui vont faire évoluer en fait son métier à lui qui lui est propre. Donc vous avez dit un retour de 5 ans d'expérience, une expertise sur laquelle vous appuyez et donc des exemples concrets à montrer. On va commencer avec vous, Léa, pour parler de pièces cachées, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, bonjour à tous, je suis Léa Kérien et donc aussi chef de projet au sein du pôle innovation. Et un exemple qu'on voulait vous montrer aujourd'hui pour rendre un peu les choses concrètes sur qu'est-ce qui est expérimenté en fait aujourd'hui en innovation au sein d'un éco-organisme qui traite du mobilier. C'est effectivement un projet qu'on a appelé pièces cachées puisque
il est parti d'un constat que dans le mobilier, dans certains mobiliers, en fait, il y avait des ossatures bois qui étaient en fait du bois neuf, oui, c'est fabriqué à partir en particulier de matières premières extraites. Et du coup, en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas réutiliser des plateaux qui avaient déjà vécu, en fait, qui ne pouvaient pas forcément être réutilisés comme un plateau de bureau, parce que peut-être certains accros, parce que l'usage ne faisait plus... il n'y a plus d'usage dans une entreprise. Et on s'est dit, ces plateaux-là, il y a des inserts, tout ça, bon, c'est compliqué de le réutiliser tel quel. Pourquoi pas aller le cacher dans ces ossatures de canapé. Là, on voit, c'est sur un fauteuil. Et donc, on a expérimenté avec un des adhérents de Valdélia qui s'appelle Sokoa. Et voilà, pour essayer de se dire comment on peut fabriquer l'ossature sans que ça se voie et réutiliser du coup un maximum de matière. Donc voilà, c'est un premier exemple qui rend quand même un peu les choses concrètes. Disiez expérimenter, finalement, vous l'avez, au final, ça a été vraiment utilisé. Enfin voilà, il n'y a pas que faire comprendre qu'il n'y a pas, évidemment, il y a un travail d'expérimentation, de voir si ça fonctionne ou pas, j'allais dire. Exactement. Mais après, il y a du concret aussi qui se met en place derrière. Hein. Totalement. Alors, je crois que ça n'a pas fait lieu forcément à une gamme en tant que telle chez eux pour le moment, parce qu'il y a aussi plein de recherches derrière, plein de tests à effectuer. Par contre, la finalité des projets d'expérimentation et ce qu'on souhaite nous à terme à chaque projet d'expérimentation, c'est en tout cas d'avoir au moins un retour d'expérience qui pourra servir à d'autres et à un maximum on l'essaye. On en parlera un peu plus après sur vraiment comment on met ces retours d'expérience à destination des différents acteurs. Mais vraiment l'objectif à terme, que ce fauteuil soit utilisé ou non, c'est vraiment d'avoir des retours d'expérience, des manières de réfléchir, des outils concrets pour que ça puisse inspirer d'autres, peut-être d'autres fabricants de chaises, de fauteuils ou de canapés à faire tel quel, et aussi d'autres qui sont peut-être pas dans la fabrication de fauteuils, mais que ça peut être inspiré sur d'autres types de produits, parce que forcément, on ne peut pas tout tester. Mais l'idée, c'est qu'ils en prennent possession de ce type d'expérimentation à travers des livrables qu'on leur met à disposition à tous ces acteurs-là pour qu'ils puissent en prendre possession et les adapter à leur quotidien, à leurs produits et à leur savoir-faire. Alors donc il y a un autre exemple que vous vouliez montrer, c'est un système de piétement universel, Kersting. Alors là, j'avoue que moi, techniquement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire derrière. Je découvre un nouveau mot. Moi non plus, je ne savais pas trop. Et ça illustre aussi le fait que les adhérents eux-mêmes, en l'occurrence Dizzy, c'est une jeune société d'édition de mobilier, en fait, à la fois pour l'hôtellerie, mais aussi pour le bureau, et qui ont eux-mêmes en fait vraiment pris possession de ces notions autour de l'économie circulaire. Ils ont commencé à réfléchir à comment je peux intégrer des plateaux, notamment de réemploi, dans ma fabrication, et se sont retrouvés face au constat que il y avait beaucoup d'adaptations techniques toujours nécessaires qui étaient longues et coûteuses pour pouvoir transformer ces différents types de plateaux en table, en bureau. Et donc, leur réflexion s'est portée sur comment est-ce que on pourrait créer un système de piétement qu'ils ont voulu donc universel, c'est-à-dire un système de piétement qui peut intégrer tout type de plateau, donc différentes épaisseurs, différentes longueurs, différentes largeurs, pour très facilement, à partir peut-être demain des portes de l'hôpital de Saint-Vincent-de-Paul, créer des tables. Et donc là, c'était vraiment un travail de recherche et développement qu'ils ont mené. On les a soutenus par un soutien financier et puis aussi humain pour vraiment faire ressortir les retours d'expérience, apporter aussi un retour sur le projet. Et aujourd'hui, c'est un système qui est commercialisé et une démarche qui a été aussi rendue transparente et donc qui est accessible sur le site internet expert.valdelia.org, dont on va reparler juste après, sur lequel en fait tous ces retours d'expérience là sont disponibles. Voilà, on le redit, expert.valdelia.org, et vous allez en parler justement parce que là on a eu 2 exemples d'accompagnement d'adhérents dans leur démarche d'innovation. Alors Léa, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne et les outils aussi que vous proposez aux adhérents? Effectivement, c'est beau la technologie, tout marche très bien. Donc effectivement, là, c'est bien beau de faire des expérimentations, d'avoir des beaux livrables. Le second temps, c'est vraiment de pouvoir les mettre à disposition et d'accompagner, parce qu'on a beau avoir un plan sur comment on a caché des plateaux dans un canapé, comment on a imaginé un piétement universel. Il y a autre chose derrière. Il y a beaucoup de problématiques à soulever et donc un accompagnement à mettre en place. C'est pas pour rien qu'on expérimente et on accompagne derrière les adhérents. C'est parce qu'on a expérimenté qu'on arrive à soulever certaines problématiques dans l'accompagnement par la suite. Au cœur de cette slide, vous voyez qu'il y a le site internet expert.valdelia.org. Pour vraiment marquer le fait que la première chose qu'on apporte dans les accompagnements aux adhérents, ça va être vraiment la partie expertise
et ce regard sur la seconde vie. Donc les premières étapes dans les types d'accompagnement, si on prend un exemple de... Aujourd'hui, on accompagne les adhérents de la filière à mettre en place des offres de mobilier et à fabriquer des mobiliers à partir de matériaux de réemploi. Donc, on a testé, comme on l'a vu juste avant, des expérimentations dont les livrables sont disponibles sur le site expert. Ça nous permet aujourd'hui, en fait, de pouvoir avoir une première étape qui est l'étude de faisabilité. OK, vous avez un projet aujourd'hui, ne passez pas 6 mois, 8 mois, 1 an à réfléchir sur toutes les faisabilités. On a déjà fait, on peut vous faire gagner du temps et on peut vous donner des retours d'expérience pour alimenter vos recherches au préalable. Le deuxième sujet, c'est l'approvisionnement. Clairement, en matériaux de réemploi. Arnaud en a parlé tout à l'heure sur les matériaux tech. Ouais, parce que visiblement, il y a beaucoup d'interrogations sur beaucoup cette notion d'interrogations. de matériaux tech. Totalement. Ouais. Et effectivement, du coup, les matériaux qui sont dans les matériaux tech Valdelia sont ensuite mis en ligne sur un site qui s'appelle nemo-pro.org, avec cette idée de rendre plus facile l'accès à cette matière-là. Même si on est toujours très agile dans le rapport directement humain et pas uniquement digital. Mais voilà, on a souhaité rendre plus facile l'accès à ce gisement et faire un lien aussi avec ce retour d'expérience de dans quel état sont ces plateaux et de la connaissance derrière ces produits, ces matériaux de réemploi qu'on peut mettre à disposition aussi dès la phase d'étude de faisabilité. Et un point aussi très important dans l'accompagnement, c'est trouver le bon acteur, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui en capacité de faire beaucoup de choses, qui ont la connaissance, qui ont les capacités dans toute cette fabrication, conception en seconde vie. Et l'idée, notamment dans la fabrication à partir de matériaux de seconde vie, c'est que des fois, certains gros industriels nous disent « Moi, aujourd'hui, en fait, c'est trop risqué de fabriquer en propre un produit, un meuble à partir de matériaux de seconde vie, mais mon outil industriel n'est pas prêt. Par contre, je vais pouvoir faire rentrer en partenariat avec un acteur peut-être issu de l'économie sociale et solidaire ou non, mais qui va être en capacité de faire, qui sait faire aujourd'hui, et monter, par exemple, en gamme et monter en compétences l'un et l'autre ensemble. » Donc là, j'ai pris l'exemple d'un premier type d'accompagnement qui est la fabrication à partir de matériaux de réemploi. Mais on travaille aussi, par exemple, d'autres types d'accompagnement tels que la mise en place plutôt d'offres servicielles autour de la vente de produits de mobilier, et notamment les services de réparation et rénovation, tout ce qui permet en fait d'allonger la vie d'un produit. Et donc pareil, ça s'appuie sur la même typologie d'outils que sont l'étude de faisabilité, quel est vraiment le besoin de mon client aujourd'hui sur ces services annexes à la vente d'un produit, et quel est l'acteur autour de moi qui doit pouvoir faire en fait ces services de réparation et de rénovation, et comment je vais commercialiser en dernier lieu ces nouvelles offres qui sont nouvelles aussi pour mes clients. Donc voilà, c'est vraiment sur tous ces pans qu'on accompagne aujourd'hui les acteurs du mobilier professionnel. Vous voulez rajouter quelque chose, Kerstin ? Non, c'est très clair. Non, c'est très clair. Et alors, il y a une demande quand même, j'imagine de plus en plus forte, justement, d'accompagnement, une sensibilité de vos adhérents à ces questions d'innovation. Vous le sentez en quelques années là ? Enfin, ça fait pas très longtemps que le service existe, mais en tout cas qu'il y a une accélération. Mais on sent une réelle accélération, notamment sur cette année et l'année passée, notamment dans le contexte de l'entrée en vigueur de la loi AGEC et justement ces dispositions dont on a déjà parlé, mais le fait que la commande publique évolue beaucoup pour intégrer l'achat de produits issus du réemploi, de la réutilisation, de l'upcycling. Et ça, c'est un sujet auquel les adhérents de Valdelia sont confrontés depuis le 1er janvier et sur lequel ils viennent vraiment nous chercher en nous disant c'est maintenant une réalité, qu'est-ce que vous pouvez mettre à ma disposition, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire évoluer mon catalogue, mes offres et répondre à ces nouvelles demandes. Donc il y a encore un besoin de pédagogie, même si peut-être il y a certaines thématiques, on va dire, qui les intéressent plus que d'autres. Enfin, une réflexion, je ne sais pas, on parlait d'upcycling, de choses comme ça. Il y a des choses sur lesquelles ils sont plus... Vous sentez une tendance ou il n'y en a pas ? Il y a une diversité, je dirais, en fonction de la diversité des métiers, en fait. Ouais. Oui, totalement. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'ils font, de comment sont leurs clients, de ce qu'ils vendent et ce qu'ils ambitionnent comme stratégie pour la suite sur le marché. Alors, on va le voir concrètement avec un adhérent à côté, Anthony Boulet pour Steelcase, donc aussi membre du conseil d'administration de Valdelia, justement pour éclairer ce qu'on vient de dire sur l'accompagnement qui est proposé par ce pôle innovation. Déjà l'accompagnement, puis vous puissiez nous dire aussi ce sur quoi vous travaillez aussi chez Steelcase. Bonjour à tous. Donc, en effet, je travaille chez Steelcase, qui est un fabricant, distributeur de mobilier de bureau, plutôt à destination tertiaire. En 2008, Steelcase a eu des clients qui lui ont dit
c'était avant la création de Valdelia, il fallait s'intéresser à la seconde vie et à la fin de vie des produits. Donc je prends toujours l'exemple de vous allez me vendre 500 postes de travail, j'en ai 500 sur les bras, qu'est-ce que j'en fais? Donc on a créé un pôle qui s'appelle Écoservice, qui a pas réinventé la roue, mais qui a juste mis en place un service de vidage de bâtiments avec l'objectif d'optimiser et de réduire le gaspillage. Donc ça, c'est facile à dire, mais l'idée, c'est de remettre sur le marché du réemploi tout ce qu'on peut. Donc, soit sur le réseau des brokers, soit sur le réseau des associations. Et avant, on s'adressait à des recycleurs qui avaient, comme Suez, Serfim et d'autres. Et puis est venu Valdelia. Donc, je reviens sur Écoservice très rapidement. Je suis fier de ce service-là, mais on n'a pas inventé grand-chose de spécifique, si ce n'est qu'on le fait proprement et tracé. Donc, à la fin, on est capable d'apporter la destination de tous les produits et la traçabilité même des déchets, grâce à ses partenaires. Valdelia est arrivé après, donc la REP est arrivée et Steelcase a été confronté à une réglementation. Et là, forcément, un peu comme ça s'est fait sur la REP BTP, ça grinçait un peu des dents, parce que forcément, nouvelle obligation et un nouveau Voilà, on a retrouvé Alexandre Adel, je vous en prie, venez vous installer. Donc je continue. C'est pour ça que je regardais un petit peu mon téléphone, hein, je ne sais pas parce que j'étais mal poli, mais qu'on me tenait informé de votre arrivée, vous savez, donc il n'y a pas de souci. Allez-y. Donc je continue sur le fait que voilà, la REP est arrivée, nouvelle obligation, comment on va y répondre, etc. Et Steelcase avec d'autres fabricants, distributeurs, agenceurs, dont Socoa, on a eu l'initiative de créer Valdelia, donc de mettre au panier et de s'intéresser à comment mettre en œuvre cette REP. Et puis Valdelia a été créé et c'est un beau succès qui a permis de mettre en place un service aux adhérents qui est déjà pour Écoservice la collecte en pied de bâtiment des meubles qui sont destinés alors soit vers les associations, soit vers le recyclage. Donc ça c'est quelque chose qui a été pour nous un peu un changement dans l'application d'Écoservice, puisque au lieu de s'adresser à des recycleurs, on ne s'adresse plus qu'à un interlocuteur qui nous met en disposition des contenants et qui assure une traçabilité et un travail de qualité sur le tri qui est fait derrière. Donc ça a été une amélioration, puisque le taux de recyclage a été largement amélioré, le taux de réemploi aussi. Donc pour nous, c'était presque un soulagement, même si au départ, il a fallu s'adapter, mais ça a été vraiment une belle innovation. Un beau changement, du moins, pas forcément une innovation. Et puis, petit à petit, comme je vous dis, Écoservice, on n'a pas inventé la roue, on est juste fiers de ce qu'on fait, mais on n'avait pas beaucoup d'innovation. Donc, voilà, c'est toujours du réemploi sur le marché de l'occasion, du don à des associations et du recyclage. Et puis, depuis 2-3 ans, avec Valdelia, on s'est lancé dans une démarche un peu plus vertueuse et on s'est dit qu'est-ce que l'on peut faire de tous ces mobiliers qu'on sort de nos bâtiments et si nos propres mobiliers de notre marque, déjà, on ne pouvait pas essayer de leur donner une seconde vie. Donc ça, c'était une première réflexion. Et là, on a Vous disiez, c'était venu il y a 2-3 ans, tout d'un coup, ça a été comment le déclic? Alors, le déclic, il est lié à une stratégie d'entreprise et surtout à une demande du marché. Ouais. Voilà. Donc la stratégie d'entreprise, c'est que Steelcase est quand même une démarche assez vertueuse au niveau de l'environnement. On a un bilan carbone Z neutre par des effets de plus et de moins, mais ça, c'est la volonté de l'entreprise. Et le fait de pouvoir s'intéresser à ça, c'était aussi une démarche client qui nous disent mais ouais, c'est bien, mais et si dans mes espaces, je pouvais intégrer des produits qui ne sont pas neufs, mais qui sont peut-être de seconde main. Et c'est vrai que le marché de l'occasion propose des mobiliers de seconde main, mais ce n'est pas toujours du niveau de la qualité de ce qu'on peut attendre de Steelcase. D'où l'idée de s'intéresser à ça. Donc on est en train de travailler avec Kirstine, et je vais le citer parce qu'il est dans la salle, il est juste en face de moi, et Guérec le gagne. Donc on travaille sur le reconditionnement de mobilier Steelcase, et j'ai même une très bonne expérience à partager ce matin, parce qu'on a fait un rendez-vous client qui sont venus sur notre showroom. On les a assis toute la réunion sur des fauteuils reconditionnés, et puis à la fin de la réunion, on leur a demandé s'ils étaient bien assis. Et ils étaient très, très agréablement surpris. Ils se sont rendus compte de rien. Voilà. Donc ça, c'était génial. Donc merci à tous, à Valdelia et à Guérec. C'était une très belle expérience. Le deuxième sujet qui nous
amène à travailler avec Valdelia, et pas le deuxième, mais le sujet suivant. On réfléchit ensemble, et là on est vraiment au balbutiement donc, de cette réflexion, c'est qu'est-ce qu'on peut faire des mobiliers qu'on sort dans le cadre d'un projet écoservice, ou que nos détenteurs de produits ont, et voir comment on pourrait leur donner une autre destination que le recyclage. Voilà. Donc ça, c'est compliqué, on appelle ça l'upcycling aujourd'hui. C'est très très vaste comme définition, on ne sait pas trop ce qu'on va mettre dedans, mais on a enfin, j'allais appeler ça le paquebot Steelcase, qui a pris la décision aussi d'aller vers ce virage-là, et on y met les moyens, le groupe de travail est lancé, et on va voir ce qu'on va pouvoir sortir avec Valdelia comme produit upcyclé, qui pourrait rentrer dans une notion pas d'artisanat, parce que mine de rien, aujourd'hui l'upcycling, c'est beaucoup, à notre vision de Steelcasien, beaucoup de l'artisanat. Comment on peut faire que cet artisanat il soit pas forcément de l'énorme série, mais quelque chose de reproductible et qui puisse, pourquoi pas, être normé demain et, voilà, et re-rentrer dans une nouvelle vie. C'est ce qu'on disait, de passer de l'expérimentation à l'industrialisation, enfin sans que ça soit à une grande échelle, mais quand même l'industrialisation. Ouais. Absolument, et ça va être tout le problème de la partie upcycling. C'est d'avoir les bonnes idées, mais ça, il y a plein de gens qui farfouillent l'idée. On a Valdelia qui nous challenge pas mal là-dessus aussi. Et de l'autre côté, c'est comment les bonnes idées, on les transforme en modèles reproductibles. Alors, je vais passer la parole, parce qu'il a eu le temps de se poser. Alexandre Hadeth, bonjour. Merci d'être avec nous. Qui est donc, alors je retrouve votre fonction, directeur général. Alors, c'est Space ou Square Solutions? C'est Square Solutions. C'est Square Solutions, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. Si jamais il y en avait qui en retrouvaient entre-temps, le Space s'est transformé en Square. Donc, adhérent de Valdelia aussi. Et votre métier, c'est agenceur. Et alors, vous êtes vraiment à la frontière des problématiques de mobilier, d'agencement dont on parlait, mais aussi des produits et matériaux de construction dont on parle depuis ce matin, évidemment. Exactement, on a un pied dans les deux. Donc, pour faire court, si je peux prendre la suite de ce que vous disiez, nous, au niveau agencement, on a attaqué la partie upcycling depuis un peu plus de 3 ans, effectivement, et on l'a travaillé d'ailleurs, on a commencé avec Valdelia sur un appel à projet, avec la marque Guerlain à l'époque, qui nous a permis de nous rendre compte qu'on pouvait effectivement, à partir d'éléments de réemploi, donc d'anciens mobiliers, créer des mobiliers neufs, dont personne ne pouvait vraiment se douter que c'était du réemploi. C'est sur ce créneau-là qu'on s'est spécialisé et qu'on a travaillé sur un certain nombre de projets et qu'on essaye effectivement enfin, on essuie un petit peu les plâtres mécaniquement et on se heurte à quelques petites difficultés normatives notamment. Mais on avance, on a fait de plus en plus de projets. Alors c'est vrai qu'on a commencé sur quelque chose de très artisanal, sur 1 pièce, 2 pièces, 10 pièces. Et aujourd'hui, on arrive sur des séries où on arrive à faire des 80, 100, 150 pièces de façon upcyclée avec des taux d'upcycling entre 80 et 100% en fonction des éléments. Donc tout ça, voilà, pour dire que c'est quelque chose qui a bien avancé et qui, je pense, va prendre une place très importante dans les années qui viennent. On le voit là depuis l'année qui vient de s'écouler, on a multiplié par 3-4 le nombre de projets sur lesquels on travaillait là-dessus. Après, on a un deuxième pied. Nous, on est aussi on est agenceur et donc on fait les travaux en TCE à la demande de nos clients qui veulent avoir un seul interlocuteur. Alors nous, on est petit, hein, on est sur des petites échelles de projets, mais justement, donc on avait cette problématique de dire on a une organisation sur le mobilier avec l'upcycling, le réemploi. On n'a pas forcément la même, on n'a pas les mêmes interlocuteurs sur la partie TCE. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'aborder ce sujet et d'essayer d'harmoniser tout ça. D'harmoniser tout ça, et puis on en parlait dans une précédente table ronde, mais vous n'avez pas encore pu arriver, mais on voyait bien le lien et la perméabilité qu'il y a entre finalement le mobilier, parce que là on en parle avec Valdelia, et ces enjeux de produits de construction. Donc pour vous aussi, ça vous parle en fait finalement, ce lien, et qu'il y a des problématiques semblables. Complètement. Je suis sorti d'une réunion il y a 2 heures où on était en train de se dire tiens, on va prendre les portes et on va en faire des bureaux, et voilà. Donc c'est tout l'intérêt, et justement là dans la création de valeur sur des circuits le plus court possible. Décidément, aujourd'hui, on va regarder nos portes très différemment. Parce qu'on avait ceci n'est pas une porte juste avant. C'est pour ça, vous voyez, on était vraiment. Je crois que Google l'avait fait, ça transformait des portes en table. Alors, je dis ça, mais bon,
une autre dimension, on va dire, pour parler d'autres choses. Et sur comment ça se passe, voilà, l'accompagnement aussi, enfin le lien entre Valdelia et vous aussi dans votre démarche d'innovation ou de création, si je peux dire. C'est un échange quasi, alors je ne vais pas dire permanent, mais pas loin. C'est que dès qu'on a une idée, dès qu'on veut valider quelque chose, on est à la fois force de proposition, ils nous testent aussi. Enfin, c'est une relation qui marche dans les deux sens. Et j'ai envie de dire qui nous permet d'avancer mutuellement, chacun sur nos problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes, mais en les partageant, on arrive à se rendre compte qu'on fait avancer les choses. Je sais que les matériothèques, c'est un sujet dont on avait parlé après l'appel à projet Guerlain. J'avais dit, tiens, voilà les problèmes qu'on a rencontrés. Un des problèmes, c'était justement les gisements, la matière, comment on la trouve, où on la trouve. Pas aller la chercher à l'autre bout de la France, ça n'a pas de sens. Et donc voilà, donc c'était suite à ces discussions-là que ça avait entraîné, je pense qu'on n'était pas les seuls à l'avoir signalé non plus, mais donc voilà, donc non, entre Valdelia et ses adhérents, il y a vraiment un travail qui se fait au niveau des échanges pour qu'on puisse tous avancer dans la même direction et puis lever tous les freins petit à petit. Il en reste de moins en moins. Alors c'est quoi les freins ? Aujourd'hui, moi, les derniers qu'on va avoir, ça va être effectivement, c'est la richesse des gisements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clients, alors surtout quand on veut aller sur des clients un peu haut de gamme, qui veulent des choses assez particulières, on a encore des problèmes certains à trouver la matière qu'on veut quand on veut, mais on y arrive, on va dire sur de la petite et moyenne série, on y arrive. Après, on a des problèmes, on a des freins au niveau des normes, puisqu'en fait un mobilier upcyclé, techniquement parlant, n'a pas de PV, donc ça c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui nous ferme aujourd'hui pas mal de portes, notamment à partir du moment où, par exemple, vous voulez travailler pour une marque qui va mettre ses meubles chez des retailers. Là, si vous ne fournissez pas les PV, c'est pas possible. À partir du moment où vous êtes en propre, où les marques sont en propre chez elles, on arrive à le faire. Il y a des projets qui se font aujourd'hui. Donc voilà, il y a encore quelques freins à lever, mais on travaille dessus, justement. C'est en cours. C'est en cours. Alors, je vais passer la parole à Cathy Dufour, donc déléguée générale d'Ameublement Français, ce syndicat professionnel. Vous avez un retour, vous aussi, des fabricants, qui remontent aussi tous les besoins en la matière. Alors, votre vision sur ce sujet ? Alors, je vais avoir une double casquette aujourd'hui, à la fois celle de syndicat professionnel, et donc je vais parler en tant que filière, et je vais aussi parler en tant que représentante des 380 metteurs en marché qui adhèrent aux deux éco-organismes de la profession, dont Valdelia. Et je voudrais faire un peu de recul, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 10 ans, quand il a été sujet de mettre en place la filière REP pour l'ameublement, on avait des industriels en panique, le pied sur le frein parfois, en se disant « mais qu'est-ce que c'est que cette montagne qu'on va devoir franchir ? Ça va nous coûter une fortune et comment on va mettre ça en place ?» 10 ans après, je pense qu'il y a une fierté très grande et de la filière d'une façon générale et des metteurs en marché sur le chemin parcouru. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité, j'en discute avec mes petits camarades que je vois dans le fond, il y a une vraie opportunité aujourd'hui pour vous sur le bâtiment de capitaliser sur toute l'expérience qu'on a pu acquérir sur la filière ameublement. Parce que finalement, on a un peu essuyé les plâtres il y a 10 ans. Et vous avez aujourd'hui des outils qui sont mis en place, qui sont absolument formidables, dans une logique de service, et ça c'est un point qui est vraiment important, qui existent, qui sont là et qui sont prêts à être déployés et capitalisés. Quand je prends les 10 années de recul, on a passé beaucoup de temps sur la filière avec les éco-organismes à gérer les sujets de la collecte et du recyclage. Et aujourd'hui, on a des résultats qui sont absolument formidables. Et là encore, je redis, on a des outils qui sont opérationnels, à disposition et à mon avis assez facilement extrapolables sur vos univers, puisque dans l'ameublement, on a 2 types de mobilier. Le mobilier mobile, voilà, c'est un peu bizarre comme terme, et le mobilier qui est accroché au bâti, les agencements, les cuisines, les salles de bain, et donc finalement, on est dans des univers assez proches. Quand vous êtes sur le sujet de la collecte en chantier, c'est vraiment l'expertise de Valdelia aujourd'hui. Je pense que vous avez vu au cours de la journée les outils qui sont mis en place au service des détenteurs et ce sont aussi au service des metteurs en marché, et ça c'est un point clé. Aujourd'hui, parce qu'on a les éco-organismes, on est capable d'aborder les problématiques nouvelles qui se mettent face à nous liées à la loi AGEC. On est capable de les aborder parce qu'on a passé derrière nous tout ce sujet de la collecte et du recyclage et de la revalorisation, et qu'on est capable, grâce au travail des équipes de Valdelia, en lien avec les metteurs en marché et les détenteurs qui ont des demandes, d'expérimenter des choses
voilà, et d'aller plus loin dedans. Donc ce que je veux vous dire derrière ça, c'est qu'il y a un objectif pour moi qui est hyper fort quand vous êtes en train de réfléchir sur l'éco-organisme que vous allez choisir. Il y a 2 optiques sur la filière REP. Il y a une première optique, vous dites je paye et je m'en occupe pas. D'accord ? Il y a une deuxième optique, vous dites je veux être acteur de ça, je veux en faire une opportunité pour mon entreprise d'accélérer. Et je vois une deuxième opportunité, notamment quand vous n'êtes pas un très grand groupe avec des très gros moyens, mais que vous êtes des PME comme ce qu'on trouve dans notre réseau, c'est la mutualisation en fait de l'innovation, c'est le partage d'expériences que vous allez pouvoir en retirer. Donc voilà ce que j'avais envie de vous faire passer comme message aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut travailler sur les logiques d'upcycling avec des vraies problématiques de comment j'arrive à les semi-industrialiser. On peut travailler sur les logiques de l'occasion, du réemploi, parce qu'on a des éco-organismes qui sont structurés avec des cellules d'innovation qui nous permettent d'aborder tous ces sujets, de les explorer sereinement et de se préparer pour être aussi en réponse et des détenteurs et de la réglementation, notamment avec la loi AGEC. Anthony Boulet, vous voulez réagir à ce que vient de dire Cathy Dufour ? La seule réaction que j'ai, c'est sur le propos. Alors, il y a la performance de Val-d'Elia, et moi, j'en suis vraiment très heureux, donc je tiens à le dire très haut et très fort. Mais au-delà de ça, c'est vrai, ce qu'a dit Cathy, c'est qu'il y a 2 options. Soit on est spectateur, soit on est acteur. Et choisir le parti de ne pas aller contre une REP et finalement d'accompagner le mouvement en se disant « je vais transformer cette contrainte en opportunité », c'est juste le bon sens. Parce que de toute façon, on va se la prendre. Il y a 3 ans, 4 ans, quand la REP BTP on commençait à se discuter dans les milieux, c'est jamais de la vie. On a fait la même dans l'ameublement. Jamais de la vie. Alors, j'étais pas chez Silkes à l'époque, mais je l'ai vu venir aussi. Le jamais de la vie aujourd'hui, c'est une tendance qui est vertueuse pour l'environnement, pour le développement durable. Ça fait 20 ans que je travaille, ça fait quand même déjà un petit moment, mais j'ai toujours travaillé dans le développement durable, j'ai fait partie d'autres éco-organismes avant, etc. Je trouve que ce qui est très positif avec ces REP, c'est que quoi qu'il en soit, elles aident les filières à se développer. Donc que ce soit les filières de recyclage, que ce soit les filières de l'économie circulaire, et tout ça, ça n'apporte que du bon. Alors, c'est pas toujours simple. Oui, parce que j'allais dire, si on se fait l'avocat du diable, ça oblige aussi à changer, à avoir un autre paradigme, on l'a bien vu, à faire différemment, à réfléchir autrement, à s'engager dans de l'innovation, voire de la R&D, on l'a vu sur une autre table ronde. C'est pas simple comme ça dans des mécanismes d'entreprise. Alors parlons pas d'une PME aussi, parce que finalement, parler d'une PME, c'est pas toujours facile, ces sujets-là. Vous allez pouvoir réagir aussi. Oui, non, mais allez-y. C'est juste, des fois, c'est un peu violer l'entreprise. Moi, je le vois surtout dans un grand groupe. C'est très compliqué, surtout une boîte américaine où les décisions elles se prennent là-haut aux États-Unis. Mais finalement, nous, on a su transformer cette contrainte en force. Et aujourd'hui, même si c'est toujours pas compris aux États-Unis, en France, ils ont très bien compris et ça avance bien. Voilà. Et peut-être qu'ils regarderont la France différemment après. Et on est devenu... Non, mais c'est vrai, ils nous regardent autrement parce qu'ils ont compris qu'on avait pris de l'avance sur ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Donc, ce n'est pas une critique, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on va les aider à aller plus vite. Cathy Dufour, allez réagir à ça. Ouais. Oui, puisque moi, j'échange beaucoup avec mes petits camarades européens. Et les filières REP sont en train de se mettre en place partout en Europe. Alors, on a une chance en France, en tout cas, sur la partie ameublement, c'est qu'on a 10 ans d'avance. Et on est regardé d'ailleurs comme un terrain d'expérience très, très, très intéressant. Aujourd'hui, j'allais dire, on a passé la première partie de notre vie de REP à travailler la fin de vie et la valorisation. Aujourd'hui, on est pleinement, et on le sent en accélération depuis, on va dire, 3 ans, et puis encore plus maintenant, sur les démarches d'éco-conception. Pourquoi ? Parce que la loi AGEC est un gros coup de pied aux fesses pour aller dans ce sens-là, mais la loi AGEC n'est finalement que la traduction d'une tendance sociétale relativement forte, et que derrière l'éco-conception, on est en train de parler de nouveaux business models. Donc là, on va beaucoup plus loin, on va révolutionner beaucoup de choses dans le monde de l'entreprise. Et heureusement qu'on peut travailler, j'allais dire, avec les éco-organismes, et on a des sujets en ce moment très intéressants avec Val-d'Elia sur les modèles économiques
liées à l'économie circulaire, justement, pour explorer ces sujets-là et pouvoir préparer les entreprises à leur changement de business model. Voilà. Alexandre Allais, je l'ai approuvé, donc vous pouvez commenter sur ce sujet. Ouais. Oui, justement, je voulais rebondir dessus pour dire que j'étais totalement d'accord avec les deux options dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que nous, à notre niveau, on est une PME. Et il y a 3 ans, on a commencé à mettre le doigt dedans. Et aujourd'hui, on est en train de changer de modèle. Donc, on y arrive. Non seulement, effectivement, le business model est en train de changer, la structure de coût est en train de changer. Et c'est surtout, on a des équipes, nous, qui sont, on va dire, 1/3 de gens plus expérimentés et 2/3 de jeunes qui sortent de l'école. Et on voit une vraie motivation sur ces problématiques-là. Donc en plus, c'est un atout dans le recrutement et dans la fidélisation des équipes. Vous avez plein de projets dans les tuyaux ? Énormément. Vous n'avez pas tous les dire, vous n'allez pas nous les dévoiler, Non. c'est ça, vous ne pouvez pas. Je sais aussi que du côté de Steelcase, il y a plein de projets, mais vous ne pouvez pas en parler, c'est ça, vous en avez plein dans les tuyaux. Voilà, c'est ça. Est-ce que oui. Non, mais, voilà. Mais on est surpris de la vitesse à laquelle des grands annonceurs sont en train de déclencher les choses. Voilà, c'était resté, ça fait il y a 3 ans, c'était assez timide, et là, les choses, les leviers, enfin les freins sont en train de tomber, et c'est vrai que les choses accélèrent fortement. Alors évidemment, je voulais vous faire réagir, donc vous prenez un micro, c'est parfait. Allez-y, Kerstin. Je l'avais vu venir. Non, mais peut-être juste pour témoigner aussi encore un peu de notre quotidien là, au pôle innovation. C'est vrai que c'est passionnant aussi parce que on voit d'un côté les adhérents, les metteurs en marché qui commencent à se poser des questions, qui évoluent. Nous, c'est vrai qu'on a un petit peu de bagage, on a eu un petit peu de temps pour repérer des acteurs qui travaillent déjà sur ces sujets. Et en fait, au quotidien, on peut faire de la mise en relation. On peut aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, se nourrir des questions que se posent les adhérents, repérer là où il y a encore aucune réponse, typiquement, enfin aucune réponse, ou en tout cas on manque de réponse, typiquement la question des normes, la question des garanties sur les produits de réemploi, et aller nous investiguer en fait là-dessus, en lien avec Florence aussi sur la partie recherche et développement, en lien avec Adèle sur la partie réglementaire. En fait, on est un peu à la croisée de tous ces chemins et on avance en fait pour créer des outils. Et la matériothèque, elle date du début d'année. Le site expert, il date de l'année dernière. Donc c'est des outils en fait qu'on crée en marchant un petit peu en réaction aux besoins qui se font sentir. Et en tout cas, moi je trouve ça plaisant. Et puis en plus, vous parlez de services aux adhérents, mais on a la sensation que les adhérents vous rendent des services aussi finalement, quelque part. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, qu'il y a un échange. En tout cas, si eux ne partagent pas leurs problématiques, on ne peut pas faire grand-chose. Donc oui, ça fonctionne dans l'échange. Et en ce moment, on a vraiment... vraiment sur l'année 2021, on a relancé beaucoup d'échanges en fait, avec des adhérents, à la fois des fabricants et des distributeurs aussi de mobilier professionnel. Parfois, on va chez eux, on va visiter leur usine, on lance c'est une journée en fait de séminaire qu'on organise avec eux. C'est l'occasion pour eux d'amener à la fois leurs designers, leurs responsables marketing, etc. autour de la table. Et là récemment, on en avait, en l'occurrence, qui était plutôt venu chez Valdelia pour s'extraire de leurs locaux et pour dire ça faisait tellement de temps qu'on n'avait pas pris le temps justement de réfléchir ensemble à la manière dont on voulait faire évoluer notre entreprise et nos offres. Et voilà, c'est ces moments-là où eux nous partagent des problématiques et où ensuite on va pouvoir se dire ok, du coup première étape on travaille sur ça, deuxième étape on travaille sur ça, on fait un point dans 3 semaines et où se lance réellement l'accompagnement concret et cette partie gestion de projet qui est en fait notre métier à nous au pôle innovation. Alors Cathy Dufour après micro, mais je crois Anthony Boulet voulait réagir aussi, vous aviez pris un micro. Mais allez-y Cathy Dufour. Je vais la faire courte, désolé. Il y a aussi une chose qui est hyper agréable pour les adhérents qui utilisent Valdelia, c'est d'avoir un garant du travail qui est fait. C'est que finalement, l'agrément de Valdelia lui donne une légitimité et quand on se lance dans un travail, on sait que finalement, il sera un peu labellisé, même si ce n'est pas encore un label, mais c'est au moins c'est donner du crédit au travail qui va être lancé. Quand je travaille avec Valdelia, je sais ils ont un devoir d'impartialité et ça, c'est tout à leur honneur. Mais de l'autre côté, on sait que le travail qu'on va engager, on va pouvoir presque mettre le logo Valdelia en bas en se disant on l'a fait correctement, quoi. Voilà.
Cathy Dufault. Je voulais réagir sur ce qui était dit. Je reprenais le titre de la table ronde, les metteurs en marché, maillon fort de la filière. Oui, évidemment, et j'allais dire, ça marche en sens inverse aussi, c'est-à-dire que l'éco-organisme dans lesquels vous allez vous investir, c'est le maillon fort à la fois de, là je prends ma casquette d'organisation professionnelle, c'est le maillon fort d'une filière pour traiter tous les sujets autour de l'éco-conception au sens large et de la fin de vie. Et c'est aussi le maillon fort de la démarche individuelle de l'entreprise dans sa responsabilité RSE. Voilà, donc c'est vraiment un point clé. Et nous, on le ressent vraiment fortement quand on voit le panel de nos adhérents, ce travail de proximité qui est vraiment fait entre l'éco-organisme et ses adhérents, parce qu'il y a eu une volonté aussi au départ des entreprises de s'investir de cette façon-là. Et donc, j'allais dire, sur la REP PMCB, vous êtes, à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut, qu'il faut faire vos choix et savoir ce que vous avez envie d'imprimer. Ça me semble important. Est-ce que l'un ou l'autre va ajouter quelque chose avant que je passe la parole si les uns et les autres ont des questions à poser? Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose à cette table ronde? Non? Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Comme d'habitude, on va vous passer un micro. Ne vous endormez pas. Non, je vous taquine. Ah, il y a une main levée, voilà. Merci. La journée a été riche, je le sais. Bonjour, Renaud Attal, Co-Recyclage. En fait, c'était à la fois une question et une continuité des discussions qui étaient dites. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'éco-organisme, et notamment Valdelia, avec qui on travaille beaucoup, comme avec Anthony, permet effectivement de faire du bien à la filière et de structurer pas mal de choses. Après, ce qu'on voit malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, l'éco-organisme est dépendant des demandes qui sont envoyées par les détenteurs et du coup de la temporalité de ces demandes, notamment qui souvent ne permettent pas de faire du réemploi. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, chez Valdelia, il y a 3% à peu près de réemploi par an sur le global. C'est en constante augmentation, mais ce taux de réemploi très faible, contrairement à celui qu'a Anthony sur ses opérations comme nous, qui est plutôt aux alentours de 70% de réemploi sur chaque opération, est vraiment corrélé par rapport à ce timing où les détenteurs contactent l'éco-organisme. Et aujourd'hui, je pense que c'est surtout là-dessus, nous, je sais qu'on en avait parlé au ministère, pour essayer d'obliger, entre guillemets, les entreprises et les détenteurs à prévenir le plus en amont possible de leurs opérations pour permettre justement de pouvoir maximiser le réemploi, le recyclage et d'organiser de manière cohérente. Et du coup, je pose un petit peu la question à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on arrivera un jour, sans aller forcément sous une forme de contrainte pure, à arriver à sensibiliser suffisamment, en tout cas, les détenteurs pour que les opérations puissent vraiment se monter en amont, ce qui est de l'envie de chacun, je sais, les conseillers techniques chez Valdelia, mais l'ensemble des acteurs, de l'ESS, de l'économie circulaire, et même l'ensemble des parties prenantes, quoi. Merci. Oui, allez-y, je vous en prie, Anthony Boulet. Je ne vais pas solutionner le problème, mais je travaille dans une entreprise qui n'est pas à but non lucratif. Et j'ai des clients qui sont les mêmes, et on a les mêmes puisqu'on travaille ensemble. La difficulté, en effet, pour faire du réemploi, c'est ce qu'on dit toujours à un client, donnez-nous du temps. D'ailleurs, je vais prendre un exemple. Si vous avez 500 postes à vider, on vous donne 2 semaines, vous faites du réemploi. On vous donne 1 semaine, vous faites beaucoup moins de réemploi. On vous donne 2 jours, vous n'en faites pas du tout. On va faire simple, c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc en effet, plus un client est conscient du temps qu'il faut pour vider son bâtiment, plus on va avoir un taux de réemploi qui peut être amélioré et pertinent. La difficulté que je rencontre, c'est que quand vous avez un loyer à payer au premier du mois d'après et que ce loyer, votre taux de réemploi, il est peanuts dans la balance, ces gens-là, aujourd'hui, leur bilan, il est vite fait. Alors c'est triste, mais c'est une économique. Donc je ne sais pas aujourd'hui comment on peut, par la loi, contraindre ce genre de choses, mais c'est sûr que le réemploi, quand vous devez sortir 500 postes en 3 jours, parce que derrière vous avez 1 million d'euros de loyer à verser pour le mois suivant, j'exagère un peu, mais c'est volontaire, je pense que la difficulté, elle est là. Après, j'ai pas d'avis sur comment contraindre les gens, et
parce que je pense que surtout sur le B2B, les entreprises font ce qu'elles veulent et les loyers sont chers. Alors, Kirstine, vous voulez réagir aussi, puis après Cathy Dufour. Allez-y. Oui, alors je n'ai pas non plus de moyens coercitifs à ma disposition. En revanche, le moyen qui est à notre disposition, c'est celui de l'acculturation et de la sensibilisation autour de tout ce qui touche à la seconde vie et au réemploi. C'est souvent, enfin nous, on échange avec des adhérents qui sont des fabricants, des distributeurs qui souvent ont soit pas de connaissance, soit une toute petite connaissance de ce qu'est le monde du réemploi et de toutes ses contraintes. Et voilà, la connaissance de ce monde-là, déjà la connaissance de l'éco-organisme et de son fonctionnement, c'est quelque chose à vraiment acquérir et auquel on travaille tous les jours et qui est important. Et puis ensuite, la connaissance de toutes les problématiques autour du réemploi, il faut du temps, il faut s'organiser, il faut préserver les produits, etc. On le pousse auprès de nos adhérents pour qu'eux puissent ensuite sensibiliser leurs clients sur quelque part une offre qui fait partie de leur offre de service parce qu'ils sont adhérents à la filière, parce qu'ils ont cette responsabilité élargie du producteur. Et voilà, on travaille vraiment à ce qu'eux se fassent aussi le messager de la filière Val-d'Elia. Et moi, je souhaiterais que ça soit encore bien mieux connu, en tout cas. Moi, je pense qu'on a un frein majeur sur le réemploi aujourd'hui. On va appeler un chat, ça s'appelle le modèle économique. Et aujourd'hui, on n'a pas des détenteurs, des acheteurs de produits qui sont prêts à payer le prix pour, par exemple, du mobilier upcyclé, qui demande de la main-d'œuvre, qui du coup coûte beaucoup plus cher qu'un produit sorti industriellement. Donc, on a du travail à faire sur l'occasion. Et je pense qu'on a un vrai travail à faire en tant que metteur en marché sur l'occasion. Et on a à progresser aussi sur le modèle économique de l'upcycling. Et pour moi, on y arrivera dans le temps. Plus on sera bon en éco-conception, dans la façon dont on va concevoir les produits pour qu'ils soient réemployés à terme et qu'on puisse travailler sur la réparation. Enfin voilà, il y a plein de chantiers en cours. Plus on pourra faire progresser le réemploi dans un modèle économique qui est acceptable aujourd'hui pour tout le monde. Merci à vous. Il y a une question, allez-y. Oui, bonjour, Guirec Legagne. On parle depuis le début de réemploi en utilisant, j'allais dire, le bout de chaîne. Est-ce qu'à aujourd'hui, il y a du travail qui est fait au niveau de la production pour travailler sur la réemployabilité des produits qui sont élaborés ? Par exemple, de produire, je ne sais pas, qu'un pied de table puisse servir pour faire autre chose, qu'une porte soit étudiée en épaisseur pour servir de plateau de bureau ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui avec les producteurs ? Oui, allez-y. Ça, c'est vrai que ça touche vraiment l'amont de la chaîne et la partie éco-conception technique. C'est un sujet sur lequel... nous, au pôle innovation, on est un petit peu moins présente et c'est un sujet sur lequel en fait Val-d'Elia a noué un partenariat avec le pôle éco-conception, qui est une association nationale qui a vraiment une expertise forte là-dessus et vers lesquelles on peut aussi rediriger le réemploi, la réutilisation, l'upcycling. Ce sont des composantes de cette grande roue de l'économie circulaire. La partie conception très technique, nous on fait un petit peu comme Florence, on va aussi chercher des experts autour de nous pour ces sujets-là. Si je devais répondre à la question, elle a deux facettes, cette question. Je pense qu'aujourd'hui, je prends Steelcase, tous les produits sont éco-conçus pour être facilement démontés et pourquoi pas réemployés en pièces détachées. Donc ça, c'est une façon marketing de répondre à la question et je ne l'aime pas du tout. Oui, j'ai plutôt tendance à dire ce que je pense. Il y a l'éco-conception et en effet, il y a la fin de vie. Et qu'est-ce que je fais de cette fin de cycle ? Moi, j'appelle ça une fin de cycle pour donner un avenir à ce produit. Et la difficulté entre ce que les clients sont prêts à acheter sur les conseils d'un archi, d'influenceurs qui vont penser à des espaces très jolis, pas forcément toujours fonctionnels ou circulaires, parce que circulaire veut dire je peux les déplacer facilement, etc.
fait que ton éco-conception, elle perd de son intensité et que finalement, l'éco-conception pour l'utilisateur, elle est plus là. L'éco-conception, elle est faite pour que le produit soit facilement entretenu, démonté, remis en état si possible. Mais est-ce qu'il va être éco-conçu pour avoir... finalement, j'enlève le top et je remets un autre top et je repars sur autre chose? On n'en est pas encore là. Ce sont des pistes d'amélioration, très clairement, mais je pense qu'on n'est pas encore à la croisée des chemins entre le besoin client et le besoin de la seconde vie ou second cycle. Je parle même de transcription dans un autre métier. On pourrait imaginer un tabouret à roulettes reprendre le pied pour en faire un pied de perfusion pour les hôpitaux, par exemple. Quelque chose de cet ordre-là, quoi. Alors, c'est tout le travail qu'on essaie de penser en ce moment sur des projets avec Valdelia, mais voilà, on est au balbutiement de ces réflexions. Merci à vous. Je pense qu'aujourd'hui, les industriels commencent déjà à le travailler en boucle fermée, c'est-à-dire sur leurs propres produits. C'est des sujets de réparabilité, de réemploi derrière, déjà dans le propre écosystème de l'ameublement. Voilà. Merci à vous. Ça sera le mot de conclusion de cette table ronde. Je vous remercie tous les 5 pour cette intervention sur le service aux adhérents. Merci beaucoup.